Niché au cœur des Himalayas, entre l'Inde et la Chine, le Bhoutan suscite aujourd'hui de plus en plus la curiosité du monde, intrigué par la notion de bonheur national brut que ce petit pays a inventé pour évaluer et même guider son développement. Cette idée de bonheur national brut n'est pas venue au Bhoutan par hasard. Elle est l'expression d'un esprit d'intégration qui fait toute la singularité de ce pays. Cette intégration se retrouve dans de multiples domaines, entre le temporel et le religieux, entre le masculin et le féminin, entre la modernité et la tradition par exemple. Le Bhoutan compte 700 000 âmes, pour une superficie à peu près grande comme la Suisse. Il se définit comme royaume bouddhiste, traduisant la conjonction du temporel et du spirituel qui fonde son identité. Il a pour capitale Thimphu. Le Bhoutan a forgé son identité au XVIIe siècle, unifié sous la férule d'un puissant chef, le Shamdrung. Il fit construire un ensemble de forteresses monastères appelées des dzongs. Ces puissants bâtiments manifestent précisément la conjonction du temporel et du spirituel. Au milieu, une tour sépare et relie d'un côté un centre administratif et de l'autre côté un monastère. On rentre souvent très jeune au monastère, où l'on apprend essentiellement des rituels dans une atmosphère frugale et austère. Même si ce n'est pas très bien vu, on peut en sortir au cours de la vie. La religion omniprésente est une branche du bouddhisme dit du grand véhicule qui s'est répandue dans le nord-est de l'Asie et qui est venue en fait se greffer sur un socle de religion primitive où le monde est perçu comme peuplé par toutes sortes d'esprits et de divinités. Ici, on voit une divinité dont l'allure terrifiante a pour objet de chasser les démons. Les esprits sont aussi nourris par les pensées bienveillantes que l'on dépose sur de petits drapeaux accrochés sur les ponts et les lieux saints et que le vent répand dans la nature. Le lieu culte de la fondation du bouddhisme bhoutanais est un monastère accroché au flanc d'une montagne. On y accède après 3 heures de rude montée sur un dénivelé de 700 mètres. Il a été construit auprès d'une grotte où serait arrivé au VIe siècle le grand gourou Rinpoché chevauchant un tigre blanc. Aussi donne-t-on à ce monastère, d'où l'on a une vue sublime, le nom de Nid du Tigre. La religion donne une armature morale à la population. À travers les symboles, les messages sont on ne peut plus clairs. Voici par exemple les 3 poisons de l'existence. L'envie, symbolisée par le porc, l'ignorance, par le serpent, et la vanité, par le coq. Et là, ce qui nous attend après la mort. On pèse les bonnes actions, les pierres blanches, et les mauvaises, les pierres noires. Si le poids des pierres noires est plus grand, les châtiments, entre brûlures plongées dans la glace et tortures, ne sont pas des plus agréables. L'intégration bhoutanaise, c'est aussi la synthèse du masculin et du féminin. Dans cette variante du bouddhisme tantrique, l'illumination suprême s'exprime dans l'union totale de la femme et de l'homme qui portent l'une la compassion et l'autre la sagesse. Cela va jusqu'à une sorte de fusion entre le sexe et la religion. On est parfois étonné de se trouver béni dans un monastère par un gros sexe en bois. Ici, ce sont des jeunes filles qui, lors d'une fête, se voient honorées de ce symbole de fertilité. Des sexes impressionnants ornent aussi les murs des maisons, sans doute pour les protéger.
Cette conjonction du masculin et du féminin est si ancrée dans les esprits qu'elle se retrouve dans le positionnement d'un des plus hauts lieux du pays, le dzong de Punakha, situé au confluent de deux rivières sacrées, le Pochou, rivière mâle, et le Mochou, rivière femelle. Appelé le Palais du Bonheur, le roi y résidait jusqu'en 1955. De fait, la femme joue un rôle déterminant dans la société bhoutanaise. C'est la fille qui hérite de la majorité des biens des parents et le mari vient s'installer chez elle. Les femmes sont la cheville ouvrière de l'économie, ce sont les principales créatrices d'entreprises. Le Bhoutan, c'est aussi la synthèse entre la tradition et la modernité. En politique, cela se traduit par la volonté d'introduire plus de démocratie en allant vers une monarchie parlementaire à l'anglaise. Dans la culture, l'intégration entre tradition et modernité se perçoit dans les festivals où se côtoient danse rituelle et musique pop, festivals rythmant les saisons et célébrant les divinités. Si le Bhoutan a pu préserver sa culture, c'est qu'il a su s'en donner les moyens. C'est ainsi qu'il a limité strictement l'afflux de touristes, une vingtaine de milliers en 2008, et ceux-ci ne peuvent se promener qu'accompagnés par des guides et des chauffeurs. On ne peut entrer par les airs dans le pays qu'en empruntant la seule compagnie nationale, la Druk Air, dont le logo est le dragon tonnant, l'emblème national. Le Bhoutan sait aussi faire la guerre quand c'est nécessaire pour préserver son intégrité. En 2004, le roi a lancé une expédition punitive pour chasser des rebelles maoïstes qui s'étaient installés au sud du pays pour harceler le nord de l'Inde. Pour célébrer la victoire, on a construit sur un lieu sacré 108 petits temples appelés Chorten. 108 est un chiffre magique du bouddhisme. Pour véhiculer et transmettre ces valeurs, tout en faisant entrer le pays dans la modernité et faire reculer l'analphabétisme, encore 35% de la population, le pays investit beaucoup dans l'éducation. Plus de 90% des enfants sont scolarisés, suivant des principes de discipline bien affirmés, y compris dans le port des uniformes. Valeur essentielle illustrative de l'esprit d'intégration, la coopération au sein de la société. Ainsi, cette image, omniprésente dans le pays, montre comment 4 animaux s'associent pour faire pousser un arbre et en cueillir les fruits magnifiques, fruits inatteignables sans cette coopération, a priori improbable, entre animaux bien différents. Autre manifestation de la force de l'intégration, un étrange avatar biologique, le taquin, l'animal national, fait d'une tête de vache et d'un corps de chèvre, espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le Bhoutan est traversé du nord au sud par de nombreuses vallées par lesquelles dévale l'eau des Himalayas. Celle-ci est la véritable source de vie du pays. Elle irrigue les cultures et elle est aussi un gisement d'énergie hydroélectrique qui, vendu à l'Inde, représente près du tiers du revenu national, à peu près autant que le tourisme. Mais l'eau, c'est aussi une source d'inspiration spirituelle. Elle matérialise l'impermanence de la vie. Chacun des instants, tels les gouttes dans le flot, doit être saisi dans son intensité, tout en passant inéluctablement, nous dit Mathieu Ricard, rapportant des enseignements de sages bhoutanais. Autre forme de synthèse du matériel et du spirituel. Venons-en au bonheur national brut. C'est le roi lui-même qui avait été à l'origine de cette idée dès les années 70. Il s'agit de dépasser la vision réductrice du PNB qui ne mesure que l'accumulation de richesses matérielles. Aidé par des experts du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une commission nationale ayant un statut de super-ministère
a mis au point un indicateur composite intégrant des mesures du bien-être psychologique, de la préservation de l'environnement, de la santé, de la bonne gouvernance et d'autres dimensions reflétant le bon équilibre moral et spirituel de la communauté nationale. Des enquêtes pilotes ont été réalisées en 2007 auprès d'échantillons représentatifs de la population. Il ressortirait que près de 70% de la population se disaient très heureux, les hommes plus que les femmes, les gens éduqués plus que les autres et aussi les riches plus que les pauvres. De nouvelles enquêtes, plus amples et plus systématiques, devraient être réalisées prochainement. C'est important non seulement pour mesurer l'état du pays, mais également pour ancrer dans les esprits ce concept de BNB encore difficile à appréhender par une partie de la population. Ce concept est en fait capital pour aider le Bhoutan à négocier les redoutables virages de la modernisation dans laquelle il est aujourd'hui engagé. Le processus d'urbanisation qui déstructure les communautés, la création d'emplois pour les jeunes à qui le gouvernement ne peut plus offrir de poste de fonctionnaire, sans parler de la corruption qui commence à se répandre et toucherait aujourd'hui plus de la moitié de l'administration. Se posent aussi des problèmes d'infrastructure. Le Bhoutan est traversé d'ouest en est par une seule route. C'est cette route qui tient le pays tout ensemble. Mais elle n'est large que de quelques mètres. Aussi, lorsque des éboulements s'y produisent, on apprend le sens du temps. Formulons le vœu que l'esprit du Bhoutan, fait de cette singulière capacité d'intégration dans tous les domaines, l'aide à surmonter les défis importants qui lui font face. Mais au-delà de ce pays, n'y va-t-il pas aussi de l'avenir de l'humanité tout entière ? À une époque où notre monde est mis à mal par tant de crises aussi bien écologiques, financières, humanitaires que spirituelles, n'est-il pas temps de changer de posture dans nos vies ? Le Bhoutan nous invite à méditer sur de nouveaux paradigmes où la qualité de vie est tout aussi importante que l'accumulation de biens, où l'harmonie avec les autres et la nature prédomine sur les rapports de force, où le temps n'est pas compté mais vécu, où l'unité naît de l'altérité.